Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rétrospective sur le socket 1366 ainsi que les tout premiers i7. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je trouve que c'est des composants qui sont intéressants. Les premiers i7 ont été une petite révolution à leur sortie et en plus de ça, le combo que je vais présenter, donc carte mère processeur dans cette vidéo là, c'est un de mes abonnés qui me l'a envoyé il y a quelques temps déjà. Donc vraiment merci à lui parce que c'est grâce à lui que je vais pouvoir faire cette vidéo là. Surtout que les premiers i7 c'est vraiment un thème que je voulais aborder. Bien que les tout premiers i7 900 soient sortis en toute fin 2008, on sera sur un PC qui sera plutôt de génération 2009 voire début 2010 pour cette vidéo là. En tout cas, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo que j'avais fait du PC Full AMD contre le PC Nvidia et Intel. Je vous mets le raccourci là-haut et vous l'aurez aussi dans la description. Parce que dans cette vidéo-là, je vais faire énormément de comparaisons, notamment avec le i7 870 que j'avais testé sur cette vidéo-là. Alors, j'ai voulu parler de ce socket 1366 parce que je trouve qu'il apporte beaucoup de choses intéressantes. Déjà, on voit l'arrivée de la DDR3. En plus de ça, on a l'arrivée du triple channel qui a assez peu d'intérêt pour une utilisation grand public, mais pour une utilisation workstation qui est plutôt intéressant. On n'a pas que ça, on a la démocratisation de l'hypertrading avec les i7 900, même si l'hypertrading on l'a rapidement croisé sur les premiers Pentium 4, ça n'avait pas spécialement convaincu, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à l'arrivée de ces i7 900. Et en plus de ça, un autre truc que je trouve plutôt intéressant, c'est que ce socket là, je le considère comme un socket qui est plutôt semi-pro, c'est-à-dire qu'il propose des prestations qui sont très bien pour des workstations, mais qui ont aussi leur intérêt pour des PC grand public, et c'est pour ça qu'on va le comparer du coup avec le i7 870 qui était sur le socket LGA 1156 qui était le socket grand public à cette période là. Surtout que en plus de ça, au niveau des prix, contrairement à de nos jours avec les, par exemple le LGA 2066 ou les processeurs i7 qui sortent dessus ou les Xeon qui sortent là-dessus ont des prix qui sont vraiment élevés, ce qui n'était pas le cas de ces premiers i7 900 que je considère plutôt comme assez abordable. Par exemple le 930 qu'on va tester dans cette config là, il était vendu autour de 300 €, là où de nos jours les i7 qui sortent sur les sockets pro ils sont quand même très chers. En plus de ça, dans un deuxième temps, on va avoir une augmentation du nombre de cœurs sur les processeurs, notamment avec le i7 980X, qui était un 6 cœurs 12 threads. Donc ça, c'est encore intéressant. Bref, on a eu plein de nouveautés avec ce socket LGA 1366, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Donc maintenant, on va voir en image avec quoi on va travailler. Je vous montre ça de suite. Donc voilà le combo en question. On a une carte mère Asus P6T SE en socket 1366, forcément, avec un chipset X58. Elle est compatible pour le Crossfire X et on peut le voir, elle possède 6 slots pour de la DDR3 et ça forcément c'est lié au triple channel. Concernant le processeur, il s'agit d'un i7 930 qui est gravé en 45 nanomètres sous la micro-architecture Bloomfield du coup. On a 8 MO de cache et c'est un 4 corps hyper threadé, on a donc 8 threads. Le tout cadencé à 2,81 GHz et 3,06 GHz en fréquence boost. En plus de ça, on a un TDP qui est assez élevé, on a 130 watts, donc on va voir, mais ça devrait chauffer un petit peu. Maintenant qu'on a vu les composants qui seront la base de ce PC, on passe à la séquence de montage. J'ai donc monté un PC génération 2009 voire début 2010 avec tout ça. On se retrouve juste après pour parler un petit peu de ce que j'y ai mis.
Alors, je trouve qu'il a vraiment de la gueule ce PC, le boîtier blanc avec l'éclairage blanc à l'intérieur plus le refroidissement liquide en blanc, ça rend super bien. Allez, maintenant on va parler un petit peu de la config. Je pense que vous l'avez vu, mais cette fois pour changer un petit peu, j'ai mis un water cooling en 120 mm. Bon, il est pas foufou, c'est l'entrée de gamme qui est proposée par Enermax. De toute manière, c'est pas spécialement pour les perfs, c'est plutôt pour le design et faire des belles vidéos. Ça fait river slipper et moi j'adore ça. Concernant la carte graphique, vu qu'on est en 2009, début 2010, j'ai mis la 285 GTX AMP Edition. Ça reste cohérent, même si le processeur est sorti tout début 2010. Les HD 5000 et GTX 400 n'étaient pas encore sortis à ce moment-là. Mais pour plus tard, comme j'avais dit en intro, je réserve une petite surprise. On modifiera un peu tout ça pour avoir quelque chose de bien plus sympathique. Après, le choix de la 285, c'est vraiment pas par hasard. Vu que j'avais testé le i7 870 avec cette carte graphique-là, ça nous permettra de vraiment les mettre sur un pied d'égalité pour la partie graphique et de tester, voir ce que donne ces i7 900. Allez, c'est parti, on attaque les tests. Bien entendu, on commence avec Cinebench. Le but, c'est de voir ce que propose ce processeur et voir ce qu'il a dans le ventre en termes de puissance de calcul brute. Donc j'affiche directement les résultats et on est clairement pas mal, on a 457 points, on est donc au-dessus du 870 avec ses fréquences stock qui avait fait 398 points. Et on est aussi très au-dessus du Phenom 2 x4 965 Black Edition, qui était un de ses concurrents grand public de chez AMD. Lui, il avait fait 343 points avec sa fréquence stock. Et comme on peut le voir, même avec un overclocking à 4 GHz sur ce processeur-là, on est encore au-dessus. Mais c'était déjà le cas avec le 870. Donc Cinebench, c'est de la puissance de calcul brute. C'est pas forcément représentatif des perfs en conditions réelles, notamment dans les jeux. On l'avait déjà vu quand j'avais fait le test entre le Phenom 2 et le i7 870. On va donc faire d'autres tests. On passe donc sur 3D Mark CloudGate. Vu que j'avais passé le Phenom et le i7 870 dessus, on pourra comparer directement avec les résultats qu'on avait eu. Ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir voir si ces i7 900 sortent mieux que le i7 870 qui m'avait plutôt déçu sur les tests graphiques, là où le Phenom 2 x4 lui m'avait vraiment surpris. Ça sera aussi intéressant de comparer les résultats sur la partie physique du test pour comparer avec le i7 870, voir si on retrouve un bon up comme on a eu sur Cinebench. Voilà les résultats et encore une fois c'est vraiment pas mal. On a 9146 points, c'est beaucoup mieux que le i7 870 avec ses 7720 points. Donc logiquement ce i7 930 devrait vraiment bien s'en sortir en gaming. On est aussi au-dessus du Phenom avec ses 8864 points qui en revanche n'avait pas la même carte graphique, c'était une Radeon HD 4890. La comparaison est donc un peu moins pertinente avec ce combo là, mais ça montre que c'est important de bien choisir son processeur parce qu'on a carrément dépassé le combo 4890 avec le Phenom alors qu'on n'avait pas réussi à faire ça avec le 870 et la 285. Et concernant le score physique, on a 4691 points. Là aussi, c'est le meilleur score. C'est un petit peu mieux que le i7 870. On n'a pas énormément d'écart. Il avait fait 4481 points. Mais c'est bien mieux que le Phenom, ce qui est logique avec ses 3400 points. Bref, c'est des résultats vraiment intéressants. Ça montre que ces i7 900, ils doivent vraiment être efficaces en gaming. Allez, maintenant on passe sur Metro pour refaire le match. C'est les mêmes réglages que j'avais fait dans la précédente vidéo avec le i7 870 et le Phenom 2 x4. On va voir ce que ça donne dans les résultats. Allez, j'affiche les résultats, j'ai fait un tableau pour que ce soit un peu plus lisible, et encore une fois, on a des bonnes performances en jeu, vraiment ce i7 900 était bien meilleur que le 870, qui pourtant, ce 870 était vendu assez cher. Hein. On a eu 59 FPS avec le i7 930, là où le 870, lui, nous avait donné que 49 FPS avec la même carte graphique. Encore une fois, on est au-dessus. En revanche, ce qui me surprend vraiment, c'est qu'on n'arrive toujours pas à dépasser le combo 965 Black Edition et la HD 4890 qui, elle, avait fait 62 FPS
fps. Bien entendu, c'est pas la même carte graphique, mais normalement, la 4890, elle fait moins bien que la 285, sur Metro 2033 en tout cas. Dans les débuts de la chaîne, j'avais fait un versus entre ces deux cartes, et sur Metro, on avait à peu près 10% de performance en moins pour la 4890, alors que j'avais exactement le même processeur pour les deux cartes. Bref, je reste vraiment impressionné par les performances que ce phénomène il nous offre en gaming. Allez, maintenant qu'on a fini nos comparaisons donc avec le i7 870 et le Phenom 2x4, on passe à la petite surprise, on se retrouve juste après une petite séquence. Je pense que vous l'avez remarqué dans la séquence, donc on est passé sur deux GPU, j'ai fait un Crossfire de 2 HD 5870, ça nous permettra de mieux profiter de ces i7 900. Mais ça c'est la partie émergée de l'iceberg, j'ai modifié aussi le processeur, j'ai mis un i7 960 qui est bien mieux cadencé, on a 3,20 GHz en fréquence de base et 3,46 en fréquence turbo. Ça nous donnera un gain de performance dans les jeux, mais aussi en applicatif, c'est pour ça qu'on va commencer les tests avec Cinebench. Alors j'affiche directement les résultats de Cinebench et on voit que le 960 il est tout en haut, on a 512 points, c'est vraiment un hub qui est plus grand que je pensais si on compare au 930. Par contre si on compare au 870, là c'est carrément énorme. Alors petite pause 2 secondes, je me suis rendu compte pendant le montage qu'il y a eu un souci quand j'ai repassé le i7 870. Sa fréquence était bloquée à 2,55, il faut savoir que normalement sur Cinebench il avait fait 461 points, ce qui le plaçait en puissance de calcul légèrement au-dessus du i7 930. C'est pas la première fois qu'il me fait ça, je sais pas pourquoi parfois la fréquence se bloque à 2,55. Quoi qu'il en soit, pour les autres tests ça reste valable étant donné que j'ai récupéré les résultats de ma précédente vidéo. Allez, ça sera tout, on reprend la vidéo. On est donc passé de 398 points à plus de 500, on a vraiment un écart qui est juste gigantesque. Et si on compare avec le Phenom 2x4 965 qui était son contemporain du côté d'AMD, on est vraiment très loin au niveau des performances, on est bien au-dessus. Allez, maintenant on va essayer sur Cloudgate, même si c'est pas très pertinent parce que le Crossfire de 5870 va être beaucoup plus puissant, on pourra quand même comparer le score physique. Allez, on va directement à l'essentiel avec les résultats de Cloudgate, donc on a fait 19 160, c'est énorme, je m'attendais à faire plus que les autres, mais là on est quand même très au-dessus. Et même au niveau du score physique, on est bien au-dessus, on a fait 5867, c'est énorme. Après, bien entendu, faut pas oublier qu'on a des cartes graphiques qui sont bien puissantes et en plus de ça, on est en Crossfire. En tout cas, ces résultats, ils sont quand même intéressants parce que ça montre que ce i7 960, on avait vraiment sous la pédale, on a vraiment un énorme gain de performance juste en améliorant la puissance graphique. On va pas repasser sur Metro 2033 étant donné que de toute manière les résultats seront quand même beaucoup faussés sur ce jeu là. On va plutôt tester des jeux contemporains ACHD 5870 et on va voir comment s'en sort ce i7 960. Vous l'avez vu, donc on est passé sur The Witcher 2 qui était plutôt contemporain à cette config là et on se rend bien compte que ça tourne vraiment très bien, on est sans problème au-dessus des 60 fps, que ça soit dans la zone du shop de l'arène ou même directement dans l'arène pendant les séquences de combat. Donc on va vite passer sur ce jeu là et il tourne très bien. On teste maintenant sur Battlefield 3 et on se rend compte rapidement des problèmes qu'on pouvait avoir avec les GPU, je suis en plein dedans, c'est-à-dire que j'ai des drops de FPS qui sont très élevés, regardez là je tombe à 11 FPS, ce qui m'a d'ailleurs fait mourir parce que j'arrivais pas à jouer correctement, et quand j'ai relancé ma partie, et bah là c'est carrément l'écran bleu de la mort, probablement à cause des problèmes de stabilité qu'entraîne le Crossfire. Allez, on passe là-dessus, je voulais juste vous montrer ça parce que beaucoup de gens comprennent pas les problèmes que peuvent engendrer le multi-GPU. Allez, je pense qu'on en a assez vu concernant ce socket là et les tout premiers i7, on va passer à la conclusion. Donc déjà je commencerai que vraiment c'est des retours qui sont très positifs. Si on se remet dans le contexte de sa sortie en 2008, on avait vraiment à faire là une petite révolution, on a eu un bon up de performance. En plus de ça, c'est des processeurs qui sont très polyvalents, qui apportent des bonnes choses, ils sont très efficaces que ça soit du coup pour une utilisation en workstation comme je disais en début de vidéo, on l'a vu au travers de nos tests, et encore plus surprenant, ils sont très efficaces en gaming, là où le i7 870 m'avait plutôt déçu. En plus de ça, ces i7 900, ils étaient vraiment bien placés, ils n'étaient pas vendus très cher, par exemple le 930 qui était plutôt l'entrée de gamme,
on pouvait l'avoir autour de 300 €. Ce qui fait que si on compare par exemple au PC AMD avec le Phenom 2 x4 965, et ben finalement Intel sur ces processeurs-là avait pas vraiment de concurrence. Ils étaient très performants en multitâche, en applicatif, et ils étaient aussi très performants dans les jeux. Et ça me rappelle un petit peu ce qu'on vit actuellement, donc avec l'arrivée de la DDR5, on a aussi l'explosion du nombre de cœurs sur les processeurs grand public, c'est un petit peu ce qu'on avait vécu avec ces premiers i7-900. Vraiment, ça en rappelle pas mal cette période, hein, parce que les Ryzen qu'on a actuellement, ils ont augmenté vraiment le standard du nombre de cœurs qu'on a sur les processeurs grand public. Idem pour les processeurs Intel qui ont suivi ça, on a beaucoup plus de cœurs maintenant sur nos i7 actuellement, encore plus sur les i9. Donc vraiment, je trouve que c'est une période qui est un peu miroir avec ce qu'on vit actuellement, même si c'est dans une autre mesure, mais quand on remet dans le contexte, vraiment ça y ressemble beaucoup. Bref, je divague un petit peu, on va revenir à nos résultats. Donc les résultats qu'on a eu me font vraiment m'interroger sur l'intérêt du i7 870 que j'avais testé précédemment du coup, parce qu'on a vu qu'on avait des performances qui étaient plutôt moyennes en jeu, en multitâche il s'en sortait plutôt bien par contre, mais face à un i7 930 qu'on a vu, qui était vendu à 300 €, avec le combo de la carte mère 1366 qui était plus cher que les cartes mères grand public, on se retrouve à une config qui coûte à peu près comme une config avec le i7 870. Mais on se rend bien compte que les performances sont pas du tout les mêmes. Les i7 900 s'en sortent bien mieux dans les jeux et ils s'en sortent aussi un petit peu mieux en multitâche. En plus de ça, on a la compatibilité avec le triple channel, on a des technologies en plus, donc ça me fait vraiment m'interroger sur l'intérêt de ces i7 870. Sur ce socket là grand public, du coup le 1156, finalement il faut bien plus lui préférer le i5 760 que j'avais testé dans ma précédente vidéo. Donc, concernant les tests que j'ai fait en deuxième partie, c'est-à-dire avec le i7 960 qui a une fréquence qui est un peu plus élevée, en plus de ça j'ai mis des cartes graphiques qui sont bien plus adaptées à la puissance qu'on avait sur ces i7 là, et ben tout ce qu'on peut dire c'est que ça marche quand même plutôt fort, hein. On avait vraiment des bonnes performances, même sur des jeux qui sont sortis un petit peu après comme The Witcher 2, on voit très bien que ce processeur là il tient carrément le coup. À la base j'ai même voulu le tester sur des jeux récents, des jeux actuels, notamment Battlefield 2042, le problème c'est que sur plusieurs jeux, ces processeurs-là n'étaient pas pris en charge. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à lancer le jeu. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir comment ça tournait parce que je suis convaincu qu'on aurait eu des jeux qui étaient jouables avec des processeurs qui ont actuellement 15 ans, quoi, bientôt 15 ans. J'aurais bien aimé voir ce que ça pouvait donner. Donc pour le mot de la fin, je dirais que vraiment ces processeurs-là avec ces cartes mères en 1366, et ben c'était vraiment du très beau matériel pour l'époque. C'était vraiment le top, ça proposait plein de nouveautés, des très bonnes performances et c'est pour ça que je m'y suis intéressé, que j'ai voulu faire cette vidéo là. Donc vraiment au top, je tiens encore à remercier cet abonné qui m'a envoyé cette carte mère et ce processeur 930 car sans lui j'aurais sûrement pas fait cette vidéo là. Donc vraiment un grand merci à toi, je sais que tu vas regarder la vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo là en entier. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ça vous plaît. Moi ça m'aide beaucoup pour lancer la chaîne. On est bientôt de 200 donc c'est un début. En tout cas merci d'être là. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.